Contrairement à Noël, Disney n'a pas toujours célébré Halloween. La grande fête automnale est officiellement entrée dans les productions de la marque à travers un épisode de l'émission télévisée The Wonderful World of Disney, intitulé Disney Halloween Hall of Fame, diffusée sur NBC le 30 octobre 1977. L'histoire enchâssante d'un agent de sécurité qui travaille au studio Disney la nuit d'Halloween est l'occasion de visionner 4 courts-métrages déjà anciens. Trick or Treat de 1952, Lonesome Ghost de 1937, Pluto's Judgment Day de 1935 et The Legend of Sleepy Hollow qui formait en 1949 le second volet de The Adventures of Ichabod Crane and Mr. Toad. Fantômes, citrouilles et diableries sont au programme. Au passage, la firme se plaît à rappeler discrètement la part qu'elle a prise dans la renaissance de la fête en Amérique après-guerre. Trick or Treat, le cartoon de Jack Hanna sorti le 30 octobre 1952, a en effet largement contribué à établir le rituel contemporain de la quête de bonbons par des enfants déguisés. Les festivités s'étaient perdues au cours des années 30 et le rationnement du sucre pendant la Seconde Guerre mondiale avait porté le coup de grâce à une tradition plus irlandaise qu'américaine. Trick or Treat la remet au goût du jour en profitant pour cela de toute la puissance médiatique de Disney. Le film est aussitôt adapté en bande dessinée par Carl Barks dans le magazine Donald Duck. L'année suivante, le distributeur RKO en fait la pièce maîtresse de la première vraie compilation disneyienne d'Halloween, Halloween Hilarities, un package de courts-métrages qui connaît un franc succès dans les salles américaines. En moins d'un an, la Witch Hazel, créée pour la circonstance, est solidement installée dans l'imaginaire des petits Américains. On la retrouve d'ailleurs en 1953 dans Donald Duck and the Witch, un livre illustré dans lequel les neveux de Donald essaient de le convaincre de l'existence des sorcières. La firme n'est pas peu fière d'avoir ainsi contribué à la culture états-unienne. Bryn Holland le rappelait encore en 2017 dans un article publié sur le site d'History, une des filiales de la Walt Disney Company. Mais en toute justice, il ajoutait que le dessinateur Charles Schulz avait œuvré dans le même sens dès 1951 avec quelques strips de ses Peanuts. On comprend du même coup pourquoi dans l'émission de 1977, le chien du gardien de nuit s'appelle Peanuts. Peanuts. What do you see in there? Somebody leave the door open? Le clin d'œil est un hommage au début de Snoopy. Ensemble, l'homme et l'animal pénètrent dans un magasin d'accessoires où l'on découvre Jack O'Lantern réfugié dans une boule de cristal. Il ne veut plus sortir les soirs d'Halloween parce qu'il ne fait plus peur comme au bon vieux temps. Il sera bien sûr libéré et pourra se divertir en échangeant sa place avec le vigile. Le message est clair. En somme, rien ne ressemble plus à une télévision qu'une boule de cristal. Pour inaugurer la célébration cathodique d'Halloween, le scénario soutient que l'esprit de la fête est tapi au fond du petit écran, dans les vieux dessins animés de l'époque de Walt Disney. Car il faut bien l'avouer, et l'ancienneté des extraits compilés l'atteste, depuis la disparition de leur fondateur en 1966, les studios avaient perdu le goût des spectres. On avait certes ouvert l'attraction The Haunted Mansion à Disneyland le 9 août 1969, mais elle était alors en chantier depuis des lustres et le projet remontait au début des années 50. C'est Harper Goff qui avait le premier suggéré l'idée au boss et c'est Ken Anderson en 1957 qui avait fixé le design du bâtiment. Son inauguration, initialement prévue pour 1963, avait été maintes fois retardée, d'abord au profit du New York World's Fair, puis au lendemain de la mort de Walt. Sans lui et son inspiration volontiers macabre, sans son obsession de défier le temps et la mort, l'entreprise s'était depuis lors recentrée sur l'humour et la féerie, aux antipodes de l'esprit d'Halloween. Mais elle était en crise, et Ron Miller, alors directeur de Walt Disney Productions, s'était résigné à renouveler leur image par un assombrissement des contenus. Entre 1900 et 1985, en pleine tourmente, le label s'enténèbre. Il va jusqu'à courtiser le public adulte avec 2 films d'horreur surnaturelle. Les productions pour la jeunesse ne sont pas épargnées avec un inquiétant Return to Oz d'inspiration post-apocalyptique où l'on découvre un dressing room de têtes décapitées. Même l'esprit de Noël est touché à travers One Magic Christmas, un conte sinistre à la fois social et criminel sur la mort d'un père chômeur abattu le matin du 24 décembre. Parallèlement,
les animateurs travaillent au dessin animé qui marquera l'apogée et la fin de cette stratégie, The Black Cauldron. Comme il faut compter avec l'inertie du temps de développement, la période se concentre en fait sur les dernières années de Ron Miller à la tête des studios, avant la désignation de Michael Eisner comme PDG de l'entreprise le 23 septembre 1984. Now it's time for Disney's Halloween treat. Durant cette période, William Robert Yates compose 2 nouvelles compilations pour le dernier samedi d'octobre en début de soirée sur CBS. A Disney Halloween en 1981 et en 1982, Disney's Halloween Treat, littéralement les sucreries de Disney pour Halloween. Les contenus sont assez similaires et reprennent, outre les cartoons déjà sélectionnés en 1977, quelques nouveaux courts-métrages et des morceaux choisis de grands classiques. La citrouille qui présente Disney's Halloween Treat formule la recette du réalisateur. For a really good Halloween party, you need a few special ingredients. A few witches, a few villains, a few treats, a few tricks, and oh yes, a few scares. L'émission sera plusieurs fois reprogrammée sur la nouvelle chaîne qui voit le jour le 18 avril 1983 de Disney Channel. C'est pour elle que le jeune Tim Burton, embauché en 1977 comme concept artiste sur The Black Cauldron, mais rapidement marginalisé au profit d'Andreas Deja, est chargé de réaliser un Hansel et Gretel pour Halloween. Jugé trop dérangeant, son moyen-métrage n'aura pas les honneurs du prime time. Il sera programmé à 22h30 aux grandes dames de l'auteur qui quittera les studios l'année suivante. L'expérience est une véritable ironie de l'histoire. Au moment où la firme renonce aux simples compilations pour produire de véritables fictions d'Halloween, elle a incontestablement sous la main l'homme de la situation. Sauf qu'il est en porte-à-faux avec l'esthétique des studios. Son poème The Nightmare Before Christmas, écrit à cette époque, est jugé trop bizarre pour une adaptation télévisuelle dans un format de 30 minutes. Il deviendra le chef-d'œuvre que l'on sait en 1993 sous la direction d'Henry Selick. Mais même alors, il ne sortira que sous le label de la filiale Touchstone Pictures afin de ne pas brouiller l'image de Walt Disney Pictures. La même année, c'est Hocus Pocus de Kenny Ortega, sorti 3 mois plus tôt, qui définit les codes proprement disneyens de la fête. Sans surprise, ils s'inscrivent dans l'affiliation directe de Trick or Treat. Mes sœurs, la nuit d'Halloween est devenue une vraie nuit de folie, où les enfants se déguisent et où tout le monde s'amuse. S'amuse. Les sœurs Sanderson y forment un trio grotesque qui désamorce toute noirceur. On pourrait parler d'humour orange pour qualifier un comique qui relève de la farce macabre. La référence au procès de Salem américanise un folklore devenu carnavalesque qui intéresse désormais toutes les générations réunies dans le bal masqué municipal. L'enfance et l'adolescence sont la vedette, mais il faut aussi compter avec ceux qui ont ri jadis en regardant défiler les neveux de Donald. La jeunesse éternelle que recherchent les sorcières métaphorise d'une certaine manière l'impact de la Walt Disney Company sur la culture du XXe siècle. 2 ans après Hocus Pocus, Halloween entre officiellement dans le catalogue des festivités de Disney World avec l'organisation de la première Mickey's Not So Scary Halloween Party au Magic Kingdom d'Orlando le 31 octobre 1995. Under Wraps en octobre 1997 et Halloween Town en 1998 lancent la vogue des Disney Channel Original Movies d'Halloween. Mais cette époque est aussi celle d'une énorme méprise commerciale. Contactée par Bloomsbury, Liza Holton, la directrice de Disney Publishing Worldwide, décline en effet l'offre d'éditer aux USA le premier volume de la saga Harry Potter, qui paraît finalement chez Scholastic en septembre 1998, 1 mois avant la diffusion d'Halloween Town. Le temps des sorciers est venu, et Disney est à la traîne. Les exigences de J.K. Rowling concernant l'adaptation cinématographique de son œuvre ne permettront pas à la compagnie de refaire son handicap. Courant 1999, elle se retire des enchères, laissant la voie libre à Warner Bros. La messe est dite. Harry Potter a échappé aux géants du divertissement. Tandis que la Pottermania déferle sur la jeunesse du monde entier, il lui faut trouver une autre manière de répondre à l'Halloween mania qui l'accompagne. La fantaisie noire de Tim Burton et d'Henry Selick, devenue culte, lui tend la solution sur un plateau.
À l'automne 2001, tandis que tout le monde attend le film de Chris Columbus, Jack Skellington investit la maison hantée de Disneyland. Le succès est au rendez-vous. Haunted Mansion Holiday devient une attraction saisonnière des parcs. En 2006, The Nightmare Before Christmas est réédité sous label Disney et non plus Touchstone. La marque, désormais, revendique hautement l'univers de Tim Burton. Et tout au long du mois d'octobre, ces chaînes multiplient les blocs de programmes dédiés aux frissons. Coco des studios Pixar est venu en 2017 marquer l'aboutissement de cette évolution. En faisant résonner la guitare d'Ernesto de la Cruz dans son tombeau pour Dia de los Muertos, le jeune Miguel bascule dans une catabase enchantée. Tim Burton imaginait de faire célébrer Noël par Halloween. Lee Unkrich et Adrian Molina font du monde mexicain des ancêtres une féerie lumineuse et multicolore, presque un Disneyland d'outre-tombe. Ils mettent, pour ainsi dire, le feu aux enfers. Mickey n'a décidément plus peur des fantômes. Pour les studios, la mort est devenue un divertissement comme un autre, et le public en redemande.